Je suis Julien, 35 ans, et ma propre mère a envoyé un message à mon enfant de 10 ans pour lui dire qu'elle ne devrait pas venir pour Noël car cela gâcherait l'ambiance familiale. Ma fille Léa était assise à l'îlot de la cuisine, fredonnant un chant de Noël. Ses mains étaient couvertes de colle et de paillettes dorées. Elle avait passé tout l'après-midi du samedi à travailler sur une petite boîte à bijoux en bois. Elle l'avait peinte en blanc, avait soigneusement collé de petites étoiles dorées sur les bords et avait utilisé un marqueur rouge pour écrire « Joyeux Noël, mamie » à l'intérieur du couvercle. Ce n'était pas un chef-d'œuvre que l'on achète en magasin, mais c'était parfait. Elle en était incroyablement fière. Elle soufflait continuellement sur la peinture pour la faire sécher plus vite, me disant à quel point mamie allait adorer. J'étais devant la cuisinière, réchauffant des restes de pâtes pour le dîner, souriant à son enthousiasme. Puis son iPad a vibré sur le comptoir. Léa avait sa propre tablette pour l'école et les jeux, et elle n'utilisait l'application de messagerie que pour parler à mes parents ou à sa tante. Elle essuya les paillettes de ses mains sur son jean et tapota l'écran. J'entendis son fredonnement s'arrêter. Je me retournai pour lui demander si elle voulait du fromage sur ses pâtes. Elle fixait juste l'écran. Toute couleur avait disparu de son visage. Sa lèvre inférieure tremblait et elle baissa lentement les yeux vers la petite boîte en bois qu'elle avait passé des heures à perfectionner. Elle ne pleura pas. Elle avait l'air incroyablement petite, comme si quelqu'un l'avait dégonflée. « Léa, qu'est-ce qu'il y a, ma chérie ?» demandai-je, posant la cuillère en bois et m'approchant d'elle. Elle ne dit pas un mot. Elle poussa simplement l'iPad sur le comptoir en granit vers moi. Je regardais l'écran. Le message venait de ma mère. Ce n'était pas une erreur. Ce n'était pas une faute de frappe. C'était un long paragraphe, délibéré. Il disait, « Léa, tu ne devrais pas venir pour Noël demain. Il est préférable que tu restes loin. Ce sera plus facile pour tout le monde. Les enfants de ton oncle Rémi sont très sensibles cette année, et ils ont de grandes attentes. Cela gâcherait simplement l'ambiance si quelqu'un d'autre se présentait. Tu dois comprendre leur point de vue. Ils sont habitués à certaines choses et cette année a été difficile pour eux. Dis à ton père de ne pas venir. » Je le lus 2 fois. Mon cerveau luttait pour traiter la cruauté pure des mots. Elle avait envoyé cela directement à une fille de 10 ans. Une fille qui avait perdu sa mère et qui essayait encore de trouver la joie des fêtes. Ma mère ne m'avait pas envoyé de message pour en discuter comme une adulte. Elle m'avait complètement contourné et avait tiré une flèche directement dans le cœur de ma fille. Je regardais Léa. Elle attendait que je dise que c'était une blague. Je voulais lui dire que c'était un malentendu, mais je ne pouvais pas lui mentir. Ma mâchoire se serra si fort que mes dents me faisaient mal. Une pierre froide et lourde tomba dans mon estomac. Je ne criais pas. Je ne lançais pas l'iPad à travers la pièce. Je sentis un calme glaçant m'envahir. Je pris mon propre téléphone, ouvris le fil de discussion avec ma mère et tapai exactement 2 mots, compris. J'appuyai sur envoyer. Je m'approchai, pris Léa et la serrai fort contre ma poitrine. 5 heures plus tard, tout ce que ma famille tenait pour acquis commença à s'effondrer. Mais pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, vous devez d'abord savoir ce qu'ils nous ont fait subir. Ma femme est décédée il y a 5 ans. Lors de ses funérailles, alors que je tenais une Léa de 5 ans et que j'essayais de ne pas m'effondrer, ma mère me tira à part. Je pensais qu'elle allait me réconforter. Au lieu de cela, elle ajusta ma cravate, regarda autour d'elle les invités et me murmura que je devais arrêter de pleurer parce que je mettais les gens mal à l'aise. Ce fut le jour où je réalisai que ma mère se souciait plus de l'esthétique de notre famille que des personnes qui la composaient réellement. Depuis ce jour, j'étais le morceau brisé désigné du puzzle familial. Mon frère cadet, Rémi, était l'enfant doré. Il avait le travail parfait en entreprise, une femme qui correspondait exactement à son niveau de superficialité, et 3 enfants traités comme des rois. Chaque réunion de famille était une scène pour que Rémi se vante de sa récente promotion ou de son énorme nouveau salaire. Je n'ai jamais été jaloux de son succès. Ce qui m'a dérangé, c'est la façon dont mes parents l'ont utilisé comme une arme contre moi. Ils nous considéraient, Léa et moi, comme un cas de charité, une obligation malheureuse qu'ils devaient tolérer. Il ne manquait jamais une occasion de me rappeler que Rémi contribuait à un fonds universitaire massif pour ses enfants, tandis que j'essayais juste de garder la tête hors de l'eau, payant une hypothèque avec un seul revenu. Ils eurent même l'audace de suggérer une fois que mon mariage se serait de toute façon terminé par un divorce si ma femme n'était pas tombée malade,
simplement parce que nous nous étions disputés sur l'argent au début. C'était un environnement malsain et tordu, mais je continuais d'amener Léa. Je voulais qu'elle connaisse ses grands-parents. Je voulais qu'elle ait une famille. Les fissures ont vraiment commencé à apparaître à Thanksgiving dernier. Nous étions assis autour de l'énorme table à manger en chaîne chez mes parents. Le fils aîné de Rémi, qui avait 1 an de plus que Léa, ouvrait une nouvelle console de jeux vidéo que ses grands-parents lui avaient achetée juste pour les fêtes. Léa avait reçu une paire de chaussettes. Elle ne s'est pas plainte. Elle était assise tranquillement sur le tapis, jouant avec le chien. L'enfant de Rémi la regarda, sourit d'un air suffisant et dit assez fort pour que toute la pièce entende, « Seuls les vrais petits-enfants ont les gros cadeaux. » La pièce devint complètement silencieuse. Je regardai mon frère, m'attendant à ce qu'il corrige son fils. Rémi se contenta de rire doucement et de prendre une gorgée de sa bière. Ma mère sourit nerveusement et dit, « Oh, il ne veut pas dire ça comme ça, Julien. Il est juste excité. Les garçons sont des garçons. » Je pris nos manteaux et partis juste après le dîner. J'aurais dû les couper de ma vie sur le champ. Mais j'étais insensé. Je pensais que le temps arrangerait les choses. Je pensais que si je continuais à être un bon fils, un frère arrangeant, il finirait par nous considérer comme égaux. J'ai ravalé ma fierté encore et encore. Je les ai laissés faire des commentaires passifs-agressifs sur mes vêtements, ma maison et mon éducation. J'ai tout absorbé pour que Léa n'ait pas à le faire. Mais je réalise maintenant que maintenir la paix ne leur a appris que qu'ils pouvaient me marcher dessus sans conséquence. Ils ont pris mon silence pour de la faiblesse. Ils pensaient avoir un contrôle total sur ma vie, mon estime de moi et la place de ma fille dans la famille. Ils nous considéraient comme des accessoires qu'ils pouvaient ranger dans le placard quand nous ne correspondions pas à l'image parfaite qu'ils voulaient présenter à leurs riches amis du country club. Ils ont oublié une chose très importante, je ne les supportais pas parce que j'avais besoin d'eux. Je les supportais par la bonté de mon cœur et ils étaient sur le point de découvrir exactement ce qui se passe quand cette bonté s'épuise. Environ 8 mois avant ce désastre de Noël, le vieux pick-up de mon père est finalement tombé en panne. Il se plaignait sans cesse de ne pas pouvoir se rendre au terrain de golf et de la façon dont ma mère ne pouvait pas aller à son club de bridge sans un deuxième véhicule. Il ne voulait pas acheter une nouvelle voiture parce qu'ils économisaient soi-disant pour une croisière en Europe. J'avais 2 voitures. J'avais ma berline de tous les jours et j'avais une Porsche Macan. J'avais acheté la Porsche 1 an avant que ma femme ne tombe malade. C'était notre voiture de rêve, un symbole du travail acharné que nous avions fourni au début de nos carrières. Après son décès, je la conduisais rarement. Elle restait dans le garage, un douloureux rappel des voyages en voiture que nous ne ferions jamais. Mais elle était entièrement payée, et le titre de propriété était entièrement à mon nom. Quand mon père s'est plaint de son pick-up, j'ai fait ce qu'un bon fils fait. J'ai conduit la Porsche jusqu'à leur maison et je lui ai remis les clés. Je n'ai pas demandé un centime. Je n'ai pas fixé de limite de temps. Je lui ai juste dit de payer son essence et de faire les vidanges. Je pensais faire une chose noble. Ils ont pris la voiture sans même un merci. En 1 semaine, le récit a changé. Ma mère a commencé à dire aux voisins qu'ils avaient acheté un SUV de luxe pour leur retraite. Je les voyais circuler en ville, les vitres baissées, saluant les gens. Ils la garaient en plein milieu de leur large allée circulaire pour que tout le monde dans leur lotissement chic puisse la voir. Je les ai laissés avec leur illusion. J'ai payé l'immatriculation. J'ai payé l'assurance. Cela me coûtait de l'argent chaque mois de les laisser conduire mon véhicule de luxe, mais je n'en ai jamais parlé. Je pensais que c'était un petit prix à payer pour maintenir la paix. Un après-midi, je suis passé chez eux pour déposer du courrier qui avait été envoyé à mon adresse par erreur. Je suis monté sur l'allée et j'ai entendu la voix de Rémi venant du garage ouvert. Il se tenait à côté de la Porsche, parlant à mon père. Vous devriez simplement lui faire signer le titre de propriété. Rémi disait, il n'a pas besoin d'une voiture comme ça. C'est ridicule pour un père célibataire de garder un véhicule de luxe. Il devrait le vendre et mettre l'argent dans le fonds universitaire de Léa s'il se souciait vraiment de son avenir ou simplement vous la donner à vous de façon permanente. Il vous doit tout le babysitting que vous avez fait il y a des années. Je me suis arrêté net. Mon père a ri doucement et a tapoté le capot de la voiture. Nous allons y travailler. Il est mou. Quelques mois de plus et il nous remettra probablement juste les papiers pour qu'on le laisse tranquille. Je me suis retourné et je suis retourné à ma voiture sans leur donner le courrier.
Il ne considérait pas ma générosité comme un cadeau. Il la considérait comme un droit. Il croyait honnêtement que je leur devais ma propriété simplement parce que j'étais le fils le moins réussi à leurs yeux. La voiture n'était pas une faveur pour eux. C'était un droit acquis. Ce souvenir tournait en boucle dans ma tête alors que j'étais debout dans ma cuisine le 23 décembre, fixant le message texte cruel que ma mère avait envoyé à ma fille de 10 ans. Il pensait que j'étais mou. Il pensait que j'étais une poire. Il conduisait ma voiture, utilisait mon argent et traitait mon enfant comme des déchets. Le temps d'être mou était officiellement révolu. Il était 20h15. La maison était silencieuse. Léa était assise sur le canapé, en pyjama, regardant un dessin animé, feignant de ne pas être blessée, mais je pouvais voir comment elle tirait sans cesse sur l'ourlet de sa couverture. Je pris mon téléphone et appelai Chloé. Chloé était ma meilleure amie depuis l'université. C'est elle qui m'avait aidé à organiser les funérailles. C'est elle qui m'avait apporté des gratins quand j'avais oublié comment cuisiner. Je ne lui ai même pas dit bonjour quand elle a décroché. « Peux-tu me conduire quelque part tout de suite ?» demandai-je. « J'arrive dans 10 minutes, répondit-elle. Sans poser de questions. C'est le genre d'ami qu'elle est. J'attrapai mon manteau et ouvris le tiroir supérieur de la cuisine. Je déplaçai une pile d'anciens menus de plats à emporter et pris la clé de rechange de la Porsche. Le métal lourd était froid dans ma main. J'entrai dans le salon et embrassai le dessus de la tête de Léa. Je dois faire une course, ma chérie. Chloé va me conduire. Verrouille la porte. Je serai de retour dans moins d'une heure. Chloé s'arrêta dans mon allée, phares éteints. Je m'assis sur le siège passager. Chez mes parents, dis-je. Elle passa la marche arrière. Ils ont finalement franchi la ligne. Ils ont dit à Léa qu'elle n'était pas la bienvenue pour Noël parce qu'elle gâcherait l'humeur du gamin de Rémi. Chloé serra fermement le volant. Tu veux que j'apporte une batte de baseball où nous utilisons juste nos mots? Ni l'un ni l'autre. Nous reprenons ce qui est à moi. Nous traversâmes la ville en silence. Plus nous nous rapprochions de leur quartier, plus les décorations de Noël devenaient ridicules. La rue de mes parents ressemblait à un parc à thème. Des rennes en plastique de mauvais goût, des lumières clignotantes synchronisées, des bonhommes de neige gonflables géants. Ma mère adorait faire le spectacle pour le quartier, prouvant à quel point sa vie était festive et parfaite. Nous nous arrêtâmes devant leur maison. Les lumières étaient aveuglantes. Je pouvais voir la lueur de l'énorme téléviseur à travers la fenêtre du salon. Je pouvais voir les silhouettes de mon père et de Rémi assis sur le canapé. Et juste là, parfaitement garée sous le projecteur de sécurité à détecteur de mouvement, se trouvait ma Porsche Macan noire, fraîchement lavée, rutilante dans l'air froid de la nuit. « Laisse le moteur tourner », dis-je à Chloé. Je sortis de la voiture. Je ne me faufilais pas. Je ne me cachais pas. Je marchais droit au milieu de l'allée, mes bottes crissant bruyamment sur le béton givré. Je fouillai dans ma poche, sortis la télécommande de la clé et appuyai sur le bouton de déverrouillage. Les phares de la Porsche clignotèrent et le bip distinct résonna dans le quartier silencieux. J'ouvris la portière côté conducteur et me glissai sur le siège en cuir. Ça sentait le colonne bon marché de mon père. J'appuyai sur le bouton de démarrage. Le moteur rugit, avec un grognement bas et agressif. À travers le pare-brise, je vis les stores avant de la maison s'ouvrir en un clin d'œil. Le visage de ma mère apparut à la fenêtre, ses yeux grands ouverts de choc. Une seconde plus tard, la porte d'entrée s'ouvrit. Mon père sortit sur le porche en chaussettes, suivi de près par Rémi. Ils restèrent complètement figés. Ils ne crièrent pas. Ils ne coururent pas vers la voiture. Ils me fixèrent simplement avec une incrédulité absolue. Ils ne pouvaient pas comprendre ce qui se passait. Le fils docile et obéissant faisait quelque chose d'imprévisible. Je n'ai pas baissé la vitre. Je ne les ai pas regardés. J'ai passé la marche arrière, suis sorti en douceur de l'allée, j'ai passé la marche avant et j'ai accéléré. Je les ai laissés sur le porche froid, regardant leur luxueuse voiture volée s'éloigner dans l'obscurité. Le matin de la veille de Noël fut surréaliste. Il n'y avait pas de musique festive, pas d'odeur de roulé à la cannelle dans le four. Je me suis réveillé tôt et suis entré dans la cuisine. Léa était déjà debout. Elle était assise au coin petit déjeuner, fixant la fenêtre et le givre sur la pelouse. Son bavardage matinal habituel avait complètement disparu.
Je commençais à faire du café. Pendant que la machine infusait, je la regardais se lever, s'approcher du comptoir et prendre la petite boîte en bois qu'elle avait fabriquée. Elle ne la regardait plus avec fierté. Elle la regardait comme un déchet. Elle se dirigea vers la poubelle et, d'un mouvement rapide et décisif, elle arracha complètement le couvercle de ses gonds. Le bruit du bois qui se brisait résonna dans la cuisine silencieuse. Elle jeta les 2 morceaux à la poubelle et retourna à la table sans un mot. Ma poitrine se serra. Je ne l'ai pas repêchée de la poubelle. Laisser-la me semblait la chose la plus honnête à faire. Mon téléphone commença à vibrer sur le comptoir. Je le pris. C'était un barrage de messages textes de mes parents et de Rémi. Pas un seul message ne mentionnait Léa. Pas une seule excuse pour le message cruel de la veille. Ma mère, où est la Porsche? L'as-tu prise? Tu n'as même pas frappé. Ton père doit aller à l'épicerie ce matin. Mon père, fais-tu sérieusement une crise de colère? Ramène la voiture tout de suite. Tu agis comme un enfant. Rémi, tu fais une énorme erreur, Julien. Cette voiture nous maintenait, maman et papa, à flot. Tu gâches Noël pour un malentendu. Arrête d'être si amer à propos de ta propre vie. Je fixais l'écran. Ils croyaient vraiment que j'étais le méchant. Ils avaient jeté mon enfant comme du papier d'emballage, mais ils étaient outrés d'avoir perdu leur trajet gratuit. L'audace était à couper le souffle. Je mis mon téléphone en silencieux, le retournai face cachée et regardai Léa. Va t'habiller, lui dis-je, forçant un sourire. Nous allons manger des pancakes, les géants. Nous allâmes à un restaurant de l'autre côté de la ville. Je la laissai commander la triple pile avec supplément crème fouettée et pépites de chocolat. Elle mangea en silence, les yeux fixés sur son assiette. Sur le chemin du retour, je fis un détour et me garai sur le parking d'un énorme magasin de fournitures d'artisanat. Viens, dis-je en détachant ma ceinture. Tu peux choisir tout ce que tu veux. Pas de budget. Elle parcourut les allées, les mains dans les poches. Elle ne toucha presque rien au début. Finalement, dans l'allée du fond, elle s'arrêta devant un puzzle géant de 1000 pièces d'une galaxie et un nouveau set d'aquarelles coûteuses. Elle leva les yeux vers moi en silence, demandant la permission. Je hochai la tête, pris les articles et les achetai. Elle n'a pas parlé de Noël. Elle n'a pas parlé de grand-mère. Nous naviguions dans une nouvelle réalité. Quand nous sommes rentrés, le ton des messages non lus sur mon téléphone était passé de l'agacement à la frénésie. Mon père exigeait que je l'appelle. Rémi menaçait de venir. J'ai tout ignoré. J'ai aidé Léa à débarrasser la table à manger et nous avons commencé à trier les pièces du puzzle par couleur. Nous cherchions les pièces du bord quand j'ai entendu le bruit de pneus sur mon allée de gravier, mais ce n'était pas la voiture de mes parents. J'ai regardé par le Judas. Une voiture de police noire et blanche était garée à l'extérieur. 2 policiers montaient les marches de mon perron. Mes parents l'avaient fait. Ils m'avaient dénoncé à la police. Le coup frappé à la porte était sec, fort et officiel. Ce n'était pas un simple coup de voisin amical. C'était une exigence d'entrée. Léa sursauta sur sa chaise, une pièce de puzzle tombant de sa main. Je posai ma main sur son épaule, lui dis de rester tranquille, et me dirigeai vers la porte d'entrée. Je l'ouvris. 2 agents en uniforme se tenaient sur mon paillasson. Le plus âgé, un homme aux cheveux grisonnants et à l'écusson indiquant « Duval », me dévisagea. « Êtes-vous Julien Martin » demanda l'agent Duval, son ton strictement professionnel. « Oui », répondis-je, m'appuyant contre l'encadrement de la porte, projetant un calme que je ne ressentais pas entièrement. « Monsieur Martin, nous avons reçu un signalement de vol de véhicule depuis une résidence de l'autre côté de la ville. Une Porsche Macan noire. Les propriétaires ont déclaré que vous aviez illégalement retiré le véhicule de leur propriété tard hier soir. Le véhicule est-il actuellement dans votre garage ? Pendant une fraction de seconde, j'ai eu envie de rire. Je n'arrivais pas à croire l'absolue illusion de mes parents. Ils pensaient pouvoir utiliser le département de police pour me forcer à leur rendre une voiture qui m'appartenait. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas été sur la défensive. Le véhicule est dans mon garage, agent, dis-je calmement. Parce qu'il m'appartient. Donnez-moi exactement 30 secondes. Je me suis retourné, j'ai marché jusqu'à la console du couloir et j'ai ouvert le tiroir du bas.
J'ai pris l'épais dossier jaune étiqueté « Auto » et je suis retourné à la porte. J'en ai sorti le titre de propriété original, l'immatriculation actuelle et les cartes d'assurance. Tous portaient mon nom clairement imprimé en haut, Julien Martin, sans co-signataire, sans privilège. J'ai tendu la pile de papier à l'agent Duval. Il a sorti une petite lampe de flashlight et a examiné les documents. Son partenaire s'est penché par-dessus son épaule. J'ai vu la suspicion professionnelle sur leur visage se transformer lentement en un profond agacement. L'agent Duval soupira lourdement et me rendit les papiers. Le titre de propriété et l'immatriculation sont clairs, Monsieur Martin. C'est votre véhicule. J'ai laissé mes parents l'emprunter pendant quelques mois parce que le pick-up de mon père est tombé en panne, expliquai-je calmement. Hier soir, ma mère a envoyé un message texte très inapproprié à ma fille de 10 ans lui disant qu'elle n'était pas la bienvenue à Noël. Alors, j'ai repris ma voiture. J'ai utilisé ma propre clé de rechange. Je n'ai causé aucun dommage matériel. Le plus jeune des agents secoua la tête, l'air dégoûté. Donc, c'est un conflit familial à propos d'une voiture empruntée, et ils l'ont signalé comme volée. Cela semble être le cas, dis-je. L'agent Duval ajusta sa ceinture de service. Le regard dans ses yeux me dit exactement ce qu'il pensait du gaspillage de l'argent des contribuables pour des drames familiaux mesquins. Je m'excuse pour le dérangement, Monsieur Martin. Vous êtes parfaitement dans votre droit. Nous allons classer cette affaire. Il se tourna pour partir, mais il marqua une pause, me regardant. En fait, dit-il, sa voix baissant légèrement. Nous allons rendre visite à la résidence qui a passé l'appel. Déposer un faux rapport de police est un crime. Nous allons avoir une conversation très sévère avec vos parents concernant l'utilisation abusive des ressources d'urgence. J'apprécie, agent. Bon service. Je fermai la porte et verrouillai le pen dormant. Je restai un instant dans le couloir. Le dossier jaune pressé contre ma poitrine. Je n'étais pas ébranlé. Je n'étais pas triste. Je sentais quelque chose de plus froid, de beaucoup plus tranchant. Ils n'avaient pas seulement essayé de couper ma fille de la famille. Ils avaient essayé de me transformer en criminel pour arriver à leur fin. Le pont ne brûlait pas. Je versais de l'essence dessus et je tenais l'allumette. Le matin de Noël, les répercussions de la visite policière se propageaient déjà dans le cercle social soigneusement orchestré de mes parents. Les petites villes adorent les drames, mais elles adorent encore plus les faits avérés. Chloé m'a appelé vers 10 heures, riant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Apparemment, avant l'arrivée de la police chez moi, ma mère avait déjà préparé le terrain pour une grande tragédie. Elle avait appelé ses voisins, pleurant hystériquement, affirmant qu'un gang de voleurs était venu au milieu de la nuit et avait volé leur SUV de luxe directement de l'allée. Elle a inventé une histoire de cambriolage cinématographique complète, affirmant que le quartier était dangereux. Mais l'histoire s'est complètement effondrée lorsque l'agent Duval et son partenaire se sont présentés à sa porte. Les voisins, qui déneigeaient à l'extérieur, ont vu la police ne pas prendre de rapport, mais plutôt se tenir sur le porche et faire la leçon agressivement à mes parents. Puis quelqu'un, je ne sais toujours pas qui, peut-être un voisin avec un scanner ou quelqu'un au poste de police, a laissé fuiter la vérité. À midi, la moitié de la congrégation de leur église savait que Julien n'avait rien volé. Il avait juste repris sa propre voiture, et ses parents avaient essayé de le faire arrêter pour cela. Les choses se sont vite dégradées après cela, essayant de retrouver sa dignité. Ma mère a même conduit la voiture de son ami jusqu'à la concession Porsche locale où j'avais acheté la Macan. Elle est entrée dans le bureau du directeur, exigeant de savoir si elle avait des droits d'occupation ou un recours légal pour réclamer la voiture puisqu'elle en avait été le principal conducteur pendant 8 mois et y avait mis de l'essence premium. Le directeur des ventes, un homme nommé Monsieur Fournier, avec qui je joue parfois au golf, l'a apparemment juste regardé fixement. Il lui a dit sans équivoque qu'à moins que son nom ne figure sur le titre de propriété, elle n'avait absolument rien à discuter et lui a poliment demandé de quitter son bureau. Elle est partie humiliée. Mais au lieu de ressentir de la honte, ma famille a redoublé d'efforts. Mon téléphone a vibré. C'était une notification du chat de groupe de la famille élargie, un fil de discussion avec plus de 30 cousins, tantes et oncles que je gardais généralement en mode silencieux. Rémi avait posté une photo de mon père debout au bord du trottoir, tenant un thermos, l'air misérable dans un lourd manteau. La légende disait, devinez qui va se rendre au travail à pied dans le froid glacial la semaine prochaine grâce à la crise de colère égoïste de quelqu'un. Adieu l'esprit de générosité.
J'ai regardé le chat. Quelques cousins ont répondu avec des réactions de rire, pensant que c'était une blague. Une tante a répondu avec un « aïe » hésitant. Personne n'a demandé ce qui s'était réellement passé. Personne ne voulait la vérité. Ils voulaient le récit confortable où j'étais le veuf instable et amer qui avait gâché Noël. Je ne me suis pas défendu. Je n'ai pas tapé un seul mot expliquant le message texte envoyé à Léa ou le faux rapport de police. J'ai simplement appuyé sur le bouton « Quitter le groupe ». Pas d'annonce, pas de sortie dramatique, juste parti. Qu'ils aient leur chambre d'écho. Je ne me souciais plus de leurs opinions. J'étais occupé à faire du chocolat chaud pour ma fille et à l'aider à terminer le bord de son puzzle de galaxies. Pour la première fois depuis 5 ans, ma maison semblait vraiment paisible. La lourde et suffocante attente d'essayer de plaire à des gens qui me haïssaient avait disparu. Mais ma mère ne supportait pas d'être ignorée. Le silence était la seule arme qu'elle ne savait pas comment combattre. Si elle ne pouvait pas me contrôler en privé, elle allait essayer de me détruire en public. Et c'est là qu'elle a fait sa plus grosse erreur. Le soir du 26 décembre, le couteau numérique s'est enfoncé dans mon dos. J'étais dans la cuisine, faisant la vaisselle, quand Chloé m'a envoyé une série de captures d'écran. Son message disait simplement « Ne fais rien de fou pour l'instant, mais il faut que tu vois ça ». Je me suis séché les mains et j'ai ouvert les images. C'était un long message Facebook, méticuleusement élaboré par ma mère. Elle ne l'avait pas rendu complètement public. Elle était trop intelligente pour cela. Elle avait réglé la confidentialité sur « amis et famille élargie », s'assurant qu'il atteigne exactement le public qu'elle voulait manipuler, des parents éloignés, d'anciens camarades de classe et des gens de ma ville natale qui ne connaissaient que les détails superficiels de ma vie. Le message commençait par une fausse douceur, une tactique qu'elle avait perfectionnée au fil des décennies. La famille ne signifie pas toujours le sang, écrivait-elle. Parfois, les gens choisissent l'amertume plutôt que l'amour, peu importe à quel point on essaie de les garder près de soi. Puis, elle a accéléré. Quand la femme de Julien est décédée, nous lui avons ouvert nos cœurs et notre foyer. Nous avons tout essayé pour l'aider à se reconstruire. Nous l'avons soutenue financièrement et émotionnellement. Mais certaines personnes veulent juste rester brisées. Elles projettent leur colère sur les personnes qui les aiment le plus. Cela brise le cœur d'une mère de voir son fils sombrer dans un comportement aussi sombre et égoïste, surtout pendant les fêtes. Je sentais ma tension artérielle monter. Mais je continuais à lire. Le paragraphe suivant était le coup de grâce. Il repousse tout le monde. Honnêtement, avec son tempérament et son instabilité, il ne trouvera jamais une autre femme qui le supportera. Il ne reconstruira jamais une vie normale. Mais au moins notre autre fils, Rémi, nous a donné une belle belle-fille et 3 petits-enfants parfaits. Il nous apporte la joie que nous avons toujours espérée. Nous nous concentrons sur la lumière cette saison et prions pour ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Je fixais l'écran lumineux. Le venin pur et non altéré me coupa le souffle. Ce n'était pas seulement un mensonge à propos de la voiture ou de la police. Elle déclarait publiquement que j'étais une épave, un père terrible et indigne d'être aimé. Elle utilisait ma défunte femme pour gagner des points de sympathie sur Internet, et elle mettait publiquement en valeur les enfants de Rémi tout en effaçant complètement l'existence de Léa. J'ai fait défiler les captures d'écran des commentaires. Des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis une décennie intervenaient, envoyant des prières, tellement désolé que vous ayez à gérer ça. Restez forte. L'amour d'une mère ne faiblit jamais. Rémi est vraiment une bénédiction pour votre famille. Il s'en délectait. Elle avait réussi à se peindre comme la matriarche tragique et souffrante, confrontée à un fil psychotique. Je ne me sentais pas triste. Je ne me sentais pas incompris. Je ressentais une rage blanche et dévorante. J'ai réalisé à ce moment-là que ma mère ne pensait pas avoir perdu un fils. Elle pensait s'être débarrassée avec succès de celui qui était défectueux. Elle pensait avoir gagné. J'entrai dans le salon. Léa dormait sur le canapé, la télévision jouait doucement en arrière-plan. Je tirai une couverture sur elle et la glissai sous son menton. Je regardai son visage paisible et lui fis une promesse sur le champ, je ne les laisserai plus jamais s'approcher d'elle. Mais avant de construire le mur, j'allais brûler la terre. Je pris mon téléphone et appelai Chloé. « Tu l'as lu » demanda-t-elle, sa voix tendue de colère. « Je l'ai lu » dis-je. « Viens me chercher. Nous avons un dernier arrêt à faire. »
Chloé s'arrêta devant ma maison 10 minutes plus tard. Je ne dis pas un mot en montant. Je regardais droit devant moi. Elle ne posa pas de questions. Elle savait exactement où nous allions. Quand nous arrivâmes chez mes parents, le ridicule bonhomme de neige en plastique sur la pelouse se gonflait et se dégonflait encore, agitant son stupide bras mécanique. Le SUV coûteux de Rémi était garé dans l'allée, probablement rempli des gros cadeaux que ses, vrais, petits-enfants avaient reçus. « Attends ici », dis-je à Chloé. Je montai les marches d'entrée. Je ne frappais pas. Je n'appuyais pas sur la sonnette. Je saisis la poignée en laiton, la tournai et ouvris la porte. Ils étaient tous dans le salon. La cheminée était allumée. Une bouteille de vin cher à moitié vide était posée sur la table basse. Ma mère était assise dans son fauteuil inclinable, faisant défiler sa tablette, probablement en train de lire les commentaires de soutien sur son message. Mon père était dans son fauteuil. Rémi et sa femme étaient sur le canapé. La tête de ma mère se releva la première. La satisfaction suffisante s'effaça instantanément de son visage, remplacée par un choc sincère. Mon père se leva à moitié, puis se figea. La femme de Rémi croisa fermement les bras sur sa poitrine et se recula dans les coussins. Personne ne dit un mot. Le silence était épais et lourd. J'entrai lentement dans le foyer. Je ne regardais pas Rémi. Je ne regardais pas mon père. Je fixais ma mère directement. Je me dirigeais vers la console ancienne près du miroir du couloir. Au centre se trouvait un grand Père Noël en céramique vintage. Il était dans notre famille depuis 30 ans. C'était sa possession de Noël la plus précieuse. Je le pris dans ma main droite. Je ne rompis pas le contact visuel avec elle et, d'un coup de poignet, je le lançai aussi fort que je pus contre la cheminée en briques. L'explosion de la céramique fut assourdissante. Des morceaux d'argile peinte se brisèrent et s'éparpillèrent sur le parquet, pleuvant sur le tapis persan coûteux. Ma mère halta, se serrant la poitrine. Rémi se leva d'un bond, ses mains levées devant lui. « Eh, qu'est-ce qui ne va pas chez toi » cria-t-il, bien que sa voix se brise de peur. Je l'ignorais. J'entrai lentement dans la cuisine. Le craquement de la céramique sous mes bottes résonna dans le silence de mort. J'ouvris le placard vitré, pris une assiette décorative en porcelaine et la jetai négligemment sur le carrelage. Elle se brisa en 100 morceaux. Je me retournai et retournai sous l'arche du salon. Ils étaient terrifiés. Pour la première fois de ma vie, je n'étais pas le sac de frappe silencieux et accommodant. J'étais la tempête. Écoutez-moi très attentivement, dis-je, ma voix dangereusement basse et stable, traversant la pièce comme une lame de rasoir. Vous n'envoyez pas de message à ma fille. Vous ne parlez pas de ma défunte femme sur Internet. Vous ne me contactez plus jamais. La bouche de ma mère s'ouvrit et se referma comme celle d'un poisson, mais aucun son n'en sortit. Elle tremblait. Vous voulez un fils brisé. Vous en avez un. Vous voulez jouer la victime. Allez-y. Mais comprenez bien ceci, vous ne faites plus partie de notre famille. Si l'un de vous s'approche de ma maison ou tente de contacter Léa, je vous le promets, je vous le ferai regretter. Je n'attendis pas de réponse. Je leur tournai le dos, sortis par la porte d'entrée et la laissai grande ouverte à l'air glacial de l'hiver. 2 jours après que j'eus brisé le Père Noël en céramique et quitté cette maison, un courrier arriva. C'était dans une enveloppe rouge pailletée, clairement une carte de Noël. Elle m'était adressée de la main corporative trop soignée de Rémi. Pendant une fraction de seconde, une petite partie pathétique de mon cerveau pensa que c'était peut-être des excuses. Peut-être que le choc de ma réaction les avait enfin ramenés à la raison. Je pris une profonde inspiration et déchirai l'enveloppe. Ce n'était pas des excuses. C'était une menace calculée déguisée en préoccupation fraternelle. À l'intérieur de la carte se trouvait une note manuscrite. Elle disait « Julien, je ne suis pas d'accord avec la façon dont maman a géré le message à Léa, mais ton comportement était complètement psychotique. Tu as terrifié ma femme et mes enfants. Tu as besoin d'une aide psychiatrique sérieuse. J'écris ceci parce que maman est actuellement en discussion avec un avocat. Elle envisage sérieusement de porter plainte contre toi pour destruction de propriété, effraction et menaces terroristes. Elle examine également les droits des grands-parents pour la garde de Léa puisque tu es clairement un parent inapte. Arrange ça avant que cela ne détruise ta vie. » Je lus la note 2 fois. Puis je rejetai la tête en arrière et éclatai de rire.
Le bruit fit sursauter mon chien qui leva les yeux vers moi depuis son lit. Ce n'était pas un rire de joie. C'était un rire de pure, d'absolue incrédulité face à leur stupidité. Ils essayaient de me faire reculer. Ils pensaient que le mot « avocat » et la menace d'une bataille pour la garde me feraient ramper, mendiant le pardon. Ils pensaient détenir encore le pouvoir. Au lieu de paniquer, je pris mon téléphone et appelai Christophe. Christophe était un vieil ami de l'université qui travaillait maintenant comme parajuriste senior dans un cabinet d'avocats immobiliers et de droit de la famille de premier plan en centre-ville. Nous n'avions pas beaucoup parlé l'année dernière, mais il décrocha au deuxième coup. « Julien, mon vieux, ça fait un bail. Joyeux Noël. » « Un peu en retard, dit-il chaleureusement. »« Joyeux Noël, Christophe. J'ai besoin d'une énorme faveur, et j'ai besoin que ce soit complètement confidentiel pour l'instant. Vas-y. » Je passai les 10 minutes suivantes à lui donner la version condensée du cauchemar, le message texte à Léa, la reprise de la Porsche, le faux rapport de police, la campagne de diffamation sur Facebook, et enfin ma sortie dramatique impliquant le Père Noël en céramique brisée. Puis je lui lus la lettre de Rémi. D'accord, tout d'abord, les droits des grands-parents dans cet état sont incroyablement difficiles à obtenir, surtout contre un parent survivant apte. C'est une menace vide pour vous effrayer, dit Christophe, son ton professionnel prenant le dessus. Quant à la destruction de propriété, c'est une assiette cassée et un Père Noël bon marché. Les flics s'en moqueront, mais la partie effraction est ce qu'elle essaiera de présenter à un juge pour obtenir une ordonnance restrictive contre vous. Je suis entré par une porte non verrouillée, fis-je remarquer. Peu importe. Ce n'est pas votre maison, dit Christophe, tapant sur son clavier. Attendez. Laissez-moi juste consulter les registres de propriété publique pour voir exactement comment l'acte est structuré. Parfois, ces choses sont plus compliquées que les gens ne le pensent. J'entendis le cliquetis rapide de sa souris. Puis la frappe s'arrêta. Un long silence s'étira sur la ligne téléphonique. « Christophe, tu es toujours là, Julien, dit Christophe, sa voix semblant soudain très étrange, très tendue. Es-tu assis ? Je suis debout dans ma cuisine. Pourquoi ? Tu n'as pas pénétré par effraction dans la maison de quelqu'un d'autre, dit Christophe lentement, un sourire évident dans sa voix. Parce que, selon le bureau du greffier du comté, votre nom est toujours sur l'acte de propriété. Attends, de quoi tu parles ? Demandai-je, serrant le bord du comptoir de la cuisine. Mon nom est sur quel acte ? L'acte de propriété de la maison de vos parents. La coloniale a 4 chambres dans le lotissement fermé, dit Christophe, lisant sur son écran. Le titre de propriété liste 3 propriétaires, votre père, votre mère et Julien Martin, en copropriété avec droit de survie. Mon esprit fit marche arrière, cherchant frénétiquement à travers des années de souvenirs. Et puis cela me frappa comme un train de marchandises. Il y a 12 ans, juste après avoir obtenu mon diplôme universitaire et décroché un emploi d'ingénieur solide. Mes parents étaient criblés de dettes de cartes de crédit. Ils devaient refinancer leur hypothèque pour retirer de l'argent et consolider leurs prêts, mais leur cote de crédit était au plus bas. Ils m'ont supplié de co-signer le refinancement. Pour ce faire, la banque exigeait que mon nom soit temporairement ajouté au titre de propriété. Ils ont promis que ce n'était qu'une formalité. Ils ont promis qu'ils refinanceraient à nouveau dans 1 an et enlèveraient mon nom. J'étais jeune, naïf, et je voulais aider ma famille. Alors, j'ai signé les papiers. Au cours de la décennie suivante, la vie a suivi son cours. Je me suis marié. Ma femme est tombée malade. Elle est décédée. Je me suis concentré sur Léa. L'acte de propriété de la maison avait complètement disparu de mon esprit et clairement il avait également disparu de l'esprit de mes parents. Ils n'avaient jamais retiré mon nom. Christophe, murmurai-je, la réalité de la situation m'envahissant. Es-tu en train de me dire que je suis légalement propriétaire de cette maison ? Vous possédez légalement un tiers des capitaux propres de cette propriété, confirma Christophe. Ce qui signifie que vous aviez tout à fait le droit légal d'entrer par cette porte d'entrée. Vous ne pouvez pas commettre d'effraction sur votre propre propriété. De plus, vous aviez le droit légal de casser ce Père Noël en céramique parce que, techniquement, vous en possédez également un tiers. Je commençais à faire les 100 pas dans la cuisine. La dynamique de pouvoir n'avait pas seulement changé. Elle s'était complètement inversée. Il me menaçait avec des avocats et la police, inconscient qu'il se tenait sur une trappe,
et que je tenais le levier. Qu'est-ce que je peux faire avec ça, demandai-je, mon cœur battant dans ma poitrine. Oh, mon ami, vous détenez la clé d'or. Christophe gloussa. Si vous voulez jouer les gros bras, vous pouvez engager un avocat immobilier et forcer une vente par requête. Vous pouvez légalement les obliger soit à vous racheter votre tiers de la valeur marchande actuelle de la maison, ce qui, au vu des ventes récentes dans ce quartier, représente une énorme somme d'argent, soit, s'ils ne peuvent pas vous racheter, le tribunal les obligera à mettre la maison sur le marché, à la vendre et à vous donner votre part. Il pensait que j'étais le maillon faible. Il pensait pouvoir se débarrasser de moi et de Léa et retrouver leur esthétique parfaite et riche. Ils m'avaient utilisé pour sauver leur maison il y a 12 ans, tout comme ils m'avaient utilisé pour ma Porsche. Christophe, connais-tu un bon avocat immobilier? Un avocat féroce, demandai-je. Je connais le meilleur de la ville, un type nommé Maître Durand. Il dévore les affaires comme celle-ci au petit déjeuner. Je vais vous envoyer ses coordonnées par SMS tout de suite. Je raccrochai le téléphone et regardai par la fenêtre de la cuisine. Le soleil d'hiver se couchait, projetant de longues ombres sombres sur la neige. Je pensais au message texte que ma mère avait envoyé à Léa. Je pensais au message Facebook. Je pensais à la menace pathétique de Rémi. Ils voulaient une guerre juridique. Ils étaient sur le point de subir une frappe nucléaire. Dès le lendemain matin, l'air hivernal était brutalement froid alors que je me rendais au centre-ville pour rencontrer Maître Durand. Christophe n'exagérait pas quand il disait que ce type dévorait les affaires comme la mienne au petit déjeuner. Son bureau était situé au 20e étage d'un élégant immeuble de verre, aménagé avec des meubles en acajou foncé, des fenêtres du sol au plafond donnant sur la ville et des murs tapissés de lourds volumes juridiques. Maître Durand lui-même était un homme d'une cinquantaine d'années, vêtu d'un costume bleu marine parfaitement taillé. Il avait le regard aiguisé et calculateur d'un requin qui venait de sentir le sang dans l'eau. Je m'assis dans un lourd fauteuil en cuir, en face de son immense bureau, et lui remis l'acte de propriété que Christophe avait trouvé. Je lui remis également la carte de Noël que Rémi avait envoyée, celle qui me menaçait d'un avocat et d'une bataille pour la garde de Léa. Maître Durand poussa ses lunettes à monture argentée sur l'arête de son nez, lut la carte manuscrite en silence, puis examina attentivement l'acte de propriété. Il n'éclata pas de rire, mais le coin de sa bouche se contracta vers le haut d'une manière qui me fit comprendre qu'il savait exactement combien de dégâts nous étions sur le point d'infliger aux égaux massifs de ma famille. « Monsieur Martin, dit Maître Durand, joignant ses mains posées sur le bois poli de son bureau. Votre frère et votre mère jouent un jeu très dangereux avec des menaces complètement vides. Ils n'ont absolument aucun fondement juridique pour un litige de garde. Vous êtes un parent survivant apte, avec un revenu stable et un foyer sûr. Un juge rejetterait leur requête en 5 minutes. Cependant, concernant cette maison, ils ont commis une erreur fatale et arrogante il y a 12 ans. Ils ont laissé votre nom sur le titre de propriété qui a pris une valeur considérable sur un marché immobilier de premier ordre. Vous n'êtes pas un invité dans cette maison. Vous êtes un copropriétaire légal. Je ne veux pas y vivre, lui dis-je catégoriquement, me penchant en avant. Pour être complètement honnête, je ne veux même pas l'argent. Je veux juste qu'ils réalisent qu'ils ne détiennent plus les cartes. Je veux qu'ils ressentent la même impuissance exacte qu'ils ont essayé d'infliger à ma fille. Oh, ils le réaliseront très vite, répondit Maître Durand avec douceur, tirant un bloc-notes juridique impeccable vers lui. Nous allons rédiger une lettre de mise en demeure formelle dès maintenant. Elle indiquera clairement que vous exercez votre droit légal absolu de forcer une vente par requête. Nous leur donnerons exactement 2 options. Option A, ils vous rachètent votre part de 1/3 des capitaux propres à la valeur marchande actuelle dans un délai de 60 jours. Option B, nous déposons une plainte pour forcer la vente de la propriété sur le marché libre et les produits sont répartis en 3 parts. Dans tous les cas, ils devront vous payer une somme d'argent massive ou ils perdront le toit au-dessus de leur tête. Je sentis une énorme poussée d'adrénaline se répandre dans mes veines. Pendant 5 longues années, ils avaient utilisé mes finances, ma voiture et mon chagrin contre moi. Ils pensaient que j'étais une poire. Maintenant, la loi me tendait un marteau de forgeron, et j'allais le faire tournoyer. Nous avons rédigé la lettre sur le champ. Elle était froide, formelle et absolument impitoyable. Elle a dépouillé toute l'histoire familiale toxique et les a réduits à de simples locataires se tenant sur le chemin de mes droits légaux. J'ai signé le bas d'une main ferme, et Maître Durand m'a assuré qu'elle serait envoyée par courrier recommandé l'après-midi même. En sortant de cet immeuble de bureau dans l'air hivernal vif, je me sentais plus grand.
Le lourd brouillard suffocant qui avait obscurci mon jugement et m'avait maintenu docile pendant les 5 dernières années avait complètement disparu. La guerre était officiellement déclarée. La lettre recommandée du bureau de Maître Durand arriva chez mes parents un mardi matin. Je savais le moment exact où le facteur la leur avait remise car mon téléphone portable explosa littéralement sur le comptoir de ma cuisine. Pendant les 2 premières heures, je n'ai reçu aucun appel téléphonique. J'ai juste eu une série frénétique et rapide de messages textes. Mon père envoya le premier, « Julien, c'est quoi cette ordure d'avocat? Appelle-moi immédiatement. Tu fais une énorme erreur. Nous devons en parler comme des adultes. » 1 heure plus tard, lorsque je ne répondis pas à ses exigences, le ton passa complètement de l'autorité en colère à une pure panique inaltérée. Ma mère laissa un message vocal. Je m'assis à l'îlot de ma cuisine, sirotant une tasse de café noir et l'écoutais sur haut-parleur. Sa voix tremblait violemment. Elle était entièrement dépouillée de ce ton poli et arrogant de country club qu'elle utilisait pour me rabaisser sur Facebook. Elle sonnait exactement comme une vieille femme qui venait de réaliser qu'elle avait marché sur une mine terrestre et avait entendu le clic. « Julien, s'il te plaît, réponds au téléphone, supplia-t-elle, le souffle coupé. C'est un énorme malentendu. La banque était censée retirer ton nom de l'acte il y a des années. C'est juste une erreur administrative, une formalité. Tu ne peux pas nous forcer à quitter notre maison. Nous avons construit nos vies ici. S'il te plaît, rappelle-nous. Asseyons-nous et parlons-en en famille. » Puis vint l'email de Rémi. L'enfant doré, le frère qui, quelques jours auparavant, avait menacé de me retirer ma fille et m'avait déclaré mentalement instable, suppliait soudainement de la miséricorde. Il écrivit 3 énormes paragraphes de pur désespoir. Il affirma qu'un rachat de propriété forcé ruinerait complètement nos parents et détruirait l'héritage sur lequel il comptait beaucoup pour payer les écoles privées de ses enfants. Je lus l'email 2 fois, scannant chaque ligne. Il n'y avait absolument aucune mention de Léa. Il n'y avait aucune mention du cruel message texte de Noël qui avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Il n'y avait aucune excuse pour m'avoir dénoncé à la police. Il n'y avait que la peur égoïste et crue de perdre leur richesse, leur réputation immaculée et leur confort financier. Ils ne se souciaient pas d'avoir brisé mon cœur. Ils se souciaient seulement que je brise leur compte bancaire. Je ne répondis à aucun appel téléphonique. Je ne répondis à aucun message texte ni email. Je mis simplement mon téléphone en silencieux, le posai face cachée sur le comptoir en granit et m'éloignai. Je l'ai laissé dans le silence terrifiant et suffocant qu'il m'avait imposé tant de fois au fil des ans. Chaque fois que j'avais essayé d'exprimer mes sentiments ou de défendre la mémoire de ma femme, il m'avait rencontré par un silence froid et dédaigneux. Maintenant, le silence était mon arme. Le silence est un miroir. Quand vous refusez d'interagir avec les narcissiques, ils n'ont personne sur qui projeter leur toxicité. Et pour la première fois de leur vie, ils étaient forcés de regarder leur propre vilain reflet. Ils étaient piégés dans une maison qu'ils réalisaient soudain ne pas posséder entièrement. Attendant qu'un fils qu'ils avaient rejeté décide de leur sort. Pendant les 48 heures suivantes, la panique rayonnant de leur côté de la ville était palpable, et je dormais mieux que je ne l'avais fait depuis 5 ans. À 9 heures le lendemain matin, la sonnette retentit. Je n'attendais aucun colis, et je n'attendais certainement pas de visite. Je vérifiais par le Judas, me préparant à voir un Rémi furieux ou mon père se tenir là, prêt pour une dispute hurlante sur ma pelouse. Au lieu de cela, je vis une femme tremblante sur mon porche, tenant une petite valise à roulettes et portant un lourd manteau d'hiver. C'était tante Claire, la sœur cadette de ma mère. Je ne l'avais pas vue en personne depuis près de 5 ans, juste au moment des funérailles de ma femme. Elle vivait en Arizona, profitant de sa retraite, et elle gardait généralement une distance très sûre de l'interminable drame que ma mère fabriquait constamment. Je déverrouillai rapidement le pêne dormant et ouvris la porte. Elle leva les yeux vers moi, ses yeux fatigués, mais incroyablement vifs. « Je ne reste pas avec eux, dit-elle, son souffle s'échappant dans l'air glacial, avant même que je puisse dire bonjour. Puis-je entrer, Julien ? Bien sûr, dis-je, m'écartant immédiatement pour la laisser entrer dans le couloir chaleureux. Je pris sa valise et refermai la porte derrière elle. Elle n'attendit même pas d'enlever son lourd manteau avant de commencer à s'expliquer. Elle me raconta qu'elle était arrivée en avion tôt ce matin-là pour faire une surprise à la famille pour le réveillon du Nouvel An. Elle avait pris un taxi directement de l'aéroport, était passée par leur porte d'entrée, et avait instantanément rencontré un mur de tension toxique et suffocante.
Mes parents faisaient les 100 pas sur les parquets, se disputant frénétiquement à propos des hypothèques, des avocats et du fait de puiser dans leur fonds de retraite. Lorsque Claire laissa tomber ses sacs et demanda où j'étais, toute la pièce devint silencieuse. Rémi la tira à part dans la cuisine et essaya de raconter exactement le même mensonge qu'ils avaient vendu à toute la ville. Il lui dit que j'étais complètement instable, que j'avais craqué par pure jalousie envers son salaire et sa famille parfaite, et que j'essayais de voler légalement la maison de leurs parents par vengeance. Mais je connais ta mère, dit Claire, assise à l'îlot de ma cuisine et enveloppant ses mains froides autour de la tasse de café chaud que je venais de lui verser. J'ai grandi avec elle, Julien. Elle a toujours été une manipulatrice hors pair. J'ai vu la façon dont ils agissaient. Ils n'étaient pas tristes que tu sois parti. Ils n'étaient pas inquiets pour ta santé mentale. Ils étaient absolument terrifiés que tu aies enfin riposté et les aies acculés. Alors, je suis retourné dans le couloir, j'ai pris mes affaires, j'ai appelé un Uber et je suis venu directement ici. Avoir Claire chez moi fut comme un poids énorme et lourd qui s'enlevait de mes épaules. Elle apporta une chaleur authentique et un rire facile qui avait manqué à ma maison pendant les fêtes. Cette nuit-là, c'était le réveillon du Nouvel An. Il n'y eut pas de petites conversations forcées. Il n'y eut pas d'insultes passives-agressives sur ma carrière et absolument personne pour faire sentir à Léa qu'elle était une citoyenne de seconde zone. Nous étions juste nous trois, assis sur le confortable canapé du salon, mangeant du popcorn beurré directement du bol, regardant la couverture du compte à rebours à la télévision, et appréciant réellement la compagnie des uns des autres. À minuit, nous avons trinqué avec du cidre pétillant. Léa posa sa tête contre mon épaule, leva les yeux vers moi avec un grand sourire et murmura « C'est la meilleure fête de tous les temps ». Elle le pensait. C'est le moment qui change tout. Le moment où j'ai enfin repris le contrôle de ma vie. Merci beaucoup pour votre patience et d'être resté avec moi jusqu'à présent. Vous avez été incroyable. Veuillez aimer cette vidéo et commenter un W ci-dessous pour me faire savoir que vous êtes arrivé jusqu'ici. Non seulement cela aide plus de gens à trouver cette histoire, mais cela me fait aussi savoir que mes expériences signifient vraiment quelque chose pour quelqu'un. Votre soutien est ma plus grande motivation pour continuer à partager le reste de ce voyage. Le lendemain matin, premier jour de la nouvelle année, nous étions assis autour de la table à manger, dégustant l'énorme pile de pancakes aux myrtilles que Claire avait insisté pour préparer. La lumière du soleil se déversait par les fenêtres, faisant fondre le givre sur la pelouse. Cela ressemblait à un nouveau départ. Mais pendant le petit déjeuner, Claire a révélé quelque chose qui a complètement brisé tout reste de culpabilité que j'aurais pu avoir concernant la destruction de ma relation avec mes parents. Nous parlions tranquillement du passé, en nous assurant que Léa ne puisse pas nous entendre depuis le salon. J'ai mentionné à quel point je m'étais senti isolé ces 5 dernières années, à quel point j'avais toujours cru que c'était ma faute si je ne parvenais pas à m'intégrer dans leur moule parfait. Claire posa sa tasse de café sur la table en bois, son expression devenant incroyablement sérieuse et profondément triste. « Tu n'es pas le premier, Julien, dit-elle doucement, se penchant vers moi. Ils ont déjà fait ça. Tu ne le savais juste pas. » « Fait quoi ?» demandai-je, mon front se plissant de confusion. « Il y a 3 ans, le fils de ta cousine Laura a cessé de venir aux grandes réunions de famille, expliqua Claire. Personne n'a vraiment demandé pourquoi. Tout le monde a juste supposé que Laura était occupée. Mais ta mère m'a dit la vérité en privé au téléphone. Elle a dit qu'il était préférable que le fils de Laura reste à la maison parce qu'il est autiste. Elle m'a dit que son comportement était trop imprévisible, qu'il n'aimait pas les bruits forts et que cela gâchait l'esthétique paisible et élégante de ses dîners de famille. Elle a en fait dit à Laura que son fils mettait mal à l'aise les enfants de Rémi et lui a demandé de ne plus l'amener. Je sentis le sang rugir dans mes oreilles. Ma poitrine se serra si fort que respirer me faisait mal. Ils avaient fait exactement la même chose à un petit garçon neurodiverge innocent simplement parce qu'il ne correspondait pas à leur version de la réalité digne d'une couverture de magazine glacé. Ils ont coupé un enfant de la famille simplement parce qu'il était gênant. Et personne dans la famille élargie ne les a défendus. Ils répétaient exactement le même cycle de cruauté avec Léa. « Claire, dis-je, ma voix dangereusement calme alors que je fouillais dans ma poche et sortais mon smartphone. J'ai besoin que tu me répètes tout ce que tu viens de me dire à nouveau, et j'ai besoin de l'enregistrer juste pour ma propre protection parce que je sais exactement comment elle fonctionne, et j'ai besoin de preuves. » Claire n'hésita pas une seule seconde. Elle me regarda droit dans les yeux et hocha la tête. « Lance l'enregistrement, dit-elle. » J'appuyai sur le bouton rouge de l'écran.
Claire répéta l'histoire, sa voix claire, concise et remplie d'une colère silencieuse. Elle détailla exactement ce que ma mère avait dit à propos du fils de Laura, les excuses qu'elle avait faites et l'exclusion délibérée d'un enfant. J'arrêtai l'enregistrement et sauvegardai le fichier audio directement sur mon stockage cloud. Ce n'était plus seulement un morceau d'histoire familiale douloureuse. C'était une arme chargée. J'avais le levier ultime pour protéger ma fille. Je pensais que la menace légale concernant la maison aurait maintenu ma mère silencieuse et l'aurait forcée à battre en retraite. Mais j'ai sous-estimé l'ego d'un narcissique. Les narcissiques ne supportent absolument pas de perdre le contrôle du récit public. Ils préféreraient brûler le monde plutôt que d'admettre qu'ils avaient tort. Et ma mère était sur le point d'allumer une allumette qu'elle ne pourrait pas éteindre. 2 jours après le Nouvel An, ma mère a fait un autre message très calculé sur Facebook. Elle ne supportait pas que ses amis puissent chuchoter à propos de la police qui s'était présentée chez moi, alors elle a de nouveau essayé de réécrire l'histoire. Elle a posté une photo sombre de son arbre de Noël avec les lumières complètement éteintes et les ornements suspendus dans l'ombre. La légende disait, cette année a été incroyablement calme et non par choix. Parfois, les membres de la famille sombrent dans l'obscurité, et tout ce qu'une mère peut faire est de prier pour qu'ils retrouvent le chemin de la lumière. Nous serons toujours reconnaissants pour le fils qui est resté à nos côtés et les magnifiques petits-enfants qui apportent de la joie même lorsque d'autres tentent de gâcher la saison avec colère et avidité. Rémi, au bon moment, commenta en dessous, « Tu as fait de ton mieux, maman. » Certaines personnes veulent juste être en colère et rabaisser les autres. C'était un chef-d'œuvre de manipulation émotionnelle. Elle ne m'a pas nommément désigné, mais tout le monde dans notre ville savait exactement de qui elle parlait. Elle essayait toujours désespérément de contrôler la perception que la ville avait de moi, me dépeignant comme un fils avidé en colère essayant de voler leur maison. Je n'ai pas répondu au message. Je n'ai pas tapé de commentaires furieux. J'ai attrapé mon lourd manteau d'hiver, pris mes clés de voiture et suis allé directement chez eux, de l'autre côté de la ville. Je n'ai pas monté jusqu'à la porte d'entrée cette fois. J'ai garé ma voiture de l'autre côté de la rue, baissé la vitre et j'ai attendu. Environ 20 minutes plus tard, la porte de garage automatique s'est lentement ouverte. Ma mère et Rémi sortaient, portant des sacs de courses réutilisables, en direction de la voiture de Rémi. Je suis sorti de ma voiture, j'ai traversé la rue et je me suis tenu juste au bord de leur allée en béton immaculé. Ils se sont figés instantanément. Rémi a laissé tomber le sac qu'il tenait, et un carton de jus d'orange a roulé sur le trottoir. Il s'est interposé devant ma mère, essayant de bomber le torse et de paraître intimidant. « Je t'ai dit de ne pas revenir ici, Julien », aboya Rémi, bien que sa voix tremblât visiblement. Je l'ai complètement ignoré. J'ai regardé juste derrière lui, fixant ma mère. J'ai sorti mon téléphone, mis le volume des médias au maximum et lancé l'enregistrement. La voix de tante Claire résonna fort dans l'allée froide et silencieuse, « Ta fille n'est pas la première personne qu'ils ont essayé d'effacer de la famille. Ils ont fait la même chose au fils de Laura parce qu'ils les mettaient mal à l'aise. Ils ont arrêté d'inviter un enfant autiste pour garder leur environnement calme. » Le visage de ma mère se vida de toutes couleurs. Elle semblait avoir été vidée de tout son sang. La bouche de Rémi s'est littéralement ouverte. Il a regardé sa mère, réalisant pour la première fois que ses mensonges s'effondraient. « Vous n'allez pas continuer à parler de moi et de ma fille sur Internet comme si nous étions une histoire tragique que vous pouviez contrôler, dis-je, ma voix ferme, dure et absolument intransigeante. Si vous postez une seule insulte vague de plus, si vous prononcez mon nom ou celui de Léa à qui que ce soit dans cette ville, j'enverrai ce fichier audio directement à chaque personne qui a aimé votre pathétique publication Facebook. Je l'enverrai à votre groupe d'église. Je l'enverrai au patron de Rémi. Je réduirai votre fausse réputation en cendres. » Ni l'un ni l'autre ne dit un seul mot. Le faux pouvoir qu'ils exerçaient sur moi était complètement brisé. Je suis retourné à ma voiture et je suis parti sans regarder en arrière. Le même après-midi, assis dans mon salon tranquille, j'ai fait défiler mes contacts téléphoniques, j'ai trouvé le numéro de ma cousine Laura et je l'ai appelée. Nous n'avions pas vraiment parlé depuis près de 4 ans. La dynamique familiale nous avait toujours tenus à l'écart. Mais dès qu'elle a entendu ma voix au téléphone, elle a su que je n'avais pas besoin d'expliquer le traumatisme, la manipulation ou les faux rapports de police. Nous partagions exactement les mêmes cicatrices infligées par exactement les mêmes personnes. J'ai invité elle et son fils chez moi ce week-end-là. Je lui ai dit qu'il n'y avait absolument aucune pression, aucune attente,
juste 2 enfants faisant des puzzles et 2 adultes buvant du café. Quand ils sont arrivés le samedi matin, j'étais un peu nerveux, mais les enfants se sont entendus presque instantanément. Le fils de Laura était un garçon brillant et calme qui aimait les motifs et les détails. Léa était douce et patiente. Tous deux étaient un peu méfiants envers les gens bruyants, mais ils comprenaient parfaitement leur rythme mutuel. Ils ont passé tout l'après-midi assis sur l'épais tapis du salon, travaillant ensemble pour trier les bords du puzzle de la galaxie de 1000 pièces que j'avais acheté pour Léa la veille de Noël. Laura et moi étions assis à l'îlot de la cuisine, buvant du thé chaud et recousant lentement les dommages émotionnels laissés par les personnes qui étaient censées nous protéger. Nous avons partagé des histoires sur les insultes subtiles, le favoritisme flagrant et l'effort épuisant qu'il fallait pour constamment marcher sur des œufs autour de ma mère. C'était incroyablement réconfortant d'entendre quelqu'un d'autre dire « Tu n'es pas fou ». Ils sont vraiment toxiques. Le lendemain, Laura m'a envoyé une capture d'écran qui m'a fait éclater de rire. Elle avait délibérément été sur Facebook et avait envoyé une demande d'amis à ma mère. Dès que ma mère l'a acceptée, espérant probablement fouiner dans la vie de Laura, Laura l'a immédiatement bloquée. C'était un petit acte de rébellion mesquin, mais cela a ressemblé à une victoire partagée massive. Pour la première fois de ma vie, j'ai réalisé que je n'avais pas à accepter la famille dans laquelle j'étais né. Je pouvais en construire une nouvelle. Une famille choisie composée de personnes comme Chloé, tante Claire et Laura. Des gens qui valorisaient l'honnêteté plutôt que les apparences, qui aimaient ma fille pour exactement ce qu'elle était et qui ne considéraient pas les relations comme des transactions. Le lourd silence suffocant qui m'entourait autrefois n'était plus de leur côté. Il était du nôtre et c'était paisible. Le lundi matin suivant, alors que Léa était à l'étage pour se brosser les dents et préparer son sac à dos pour l'école, j'étais assis à la table de la cuisine avec mon ordinateur portable ouvert. Le soleil d'hiver était éclatant et je ressentais un profond sentiment de clarté. J'ai ouvert mes contacts téléphoniques. J'ai sélectionné le numéro de ma mère, le numéro de mon père et le numéro de Rémi. J'ai appuyé sur « Bloquer l'appelant » pour chacun d'eux. Je suis allé dans mes paramètres de messagerie et j'ai créé un filtre qui enverrait tout message provenant de leurs adresses directement dans la corbeille sans jamais atteindre ma boîte de réception. Enfin, je me suis connecté aux réseaux sociaux et j'ai bloqué tous les comptes qui leur étaient associés, y compris celui de la femme de Rémi. Je ne l'ai pas fait dans un accès de rage. La colère brûlante qui m'avait consumé la veille de Noël était complètement disparue. Je l'ai fait exactement de la même manière que l'on retire les piles corrodées d'une lampe de poche morte et qu'on les jette à la poubelle. Il n'y avait absolument plus rien à réparer. Le mécanisme était cassé au-delà de toute réparation et s'y accrocher ne faisait que me peser. En 60 secondes, ils avaient tout simplement disparu de ma vie numérique. Plus tard cette semaine-là, j'ai finalement décidé de démonter le sapin de Noël artificiel qui se trouvait dans le coin du salon. C'était incroyablement agréable de ranger les branches en plastique et les ornements. Nous n'avions de toute façon jamais eu de vrai Noël. Cela n'avait été qu'une formalité stressante que nous avions subie pour apaiser mes parents. Après avoir transporté les boîtes au grenier, Léa et moi avons enfilé nos lourds manteaux et sommes allés au parc local. L'air était froid, vif et merveilleusement paisible. L'aire de jeu était presque vide. Léa a fait de la balançoire pendant un moment, son rire résonnant dans l'air froid, et puis elle est venue s'asseoir à côté de moi sur le banc en bois, frappant ses bottes dans les copeaux de bois. Elle a posé sa tête contre mon bras et a levé les yeux vers les arbres dénudés. « Est-ce que nous irons chez mamie le prochain Noël, papa ?» demanda-t-elle doucement. Je la regardai droit dans les yeux, m'assurant qu'elle voyait l'absolue certitude sur mon visage. « Non, ma chérie. Nous n'irons plus jamais là-bas. » Elle hocha lentement la tête, un petit sourire sincère apparaissant sur son visage. C'était tout. Il n'y eut pas de larmes, pas de disputes, pas de questions persistantes, juste un profond soulagement mutuel. C'était comme lâcher une corde lourde et abrasive dont je n'avais même pas réalisé que je m'y étais accroché pendant des décennies. La dernière pièce du puzzle se mit en place environ 2 semaines plus tard. Le moulin à rumeurs de la ville avait tourné à plein régime. Mais le récit avait complètement changé. J'ai reçu un message direct sur Facebook d'un compte que je n'ai pas reconnu au premier coup d'œil. C'était Madame Bertrand, l'une des amies les plus anciennes, les plus riches et les plus loyales de ma mère du country club local. Julien, lisez le long message, j'ai tout suivi discrètement ces dernières semaines. J'ai entendu les rumeurs circuler au club. J'ai vu les messages dramatiques que votre mère a publiés. Je tiens à vous présenter mes excuses sincères. Je l'ai cru pendant très longtemps.
J'ai cru tout ce qu'elle disait sur le fait que vous étiez difficile, en colère et ingrat. Mais plus maintenant. Son calme ne correspond tout simplement pas au chaos absolu qu'elle crée constamment autour d'elle. Quand j'ai appris qu'elle vous avait dénoncé à la police pour une voiture qui vous appartient, j'ai réalisé qu'elle mentait. J'ai souri en lisant les mots et j'ai calmement fermé l'ordinateur portable. La vérité a une façon très amusante de se propager une fois qu'elle trouve une petite fissure dans les fondations. L'image parfaite et immaculée de ma mère se fracturait en temps réel, et je n'ai même pas eu à lever le petit doigt pour la briser. Les gens qu'elle appréciait le plus, son cercle social aisé, commençaient à voir derrière le masque. Quelques jours plus tard, un courrier est arrivé. C'était un email de Rémi qui avait contourné mon filtre anti-spam parce qu'il utilisait son adresse professionnelle. J'ai lu l'objet, espoir. J'ai cliqué dessus par pure curiosité morbide. C'était court, soigneusement formulé et absolument pathétique. Il disait qu'il espérait que j'allais bien, qu'il manquait à Léa, et que les choses avaient juste un peu dégénéré. Il n'y avait pas d'excuse. C'était juste une tentative calculée de semer une graine de culpabilité. Tout en bas, il avait ajouté une dernière phrase, « Maman pleure encore tous les jours ». C'était censé être l'hameçon, l'appât émotionnel pour me ramener dans le drame, mais cela n'a pas fonctionné. Je ne ressentais absolument rien parce que je savais exactement pourquoi ma mère pleurait. Elle ne pleurait pas pour moi. Elle ne pleurait pas parce que sa petite fille lui manquait. Elle pleurait parce qu'elle avait perdu le contrôle de son sac de frappe préféré et qu'elle était sur le point de perdre une énorme somme d'argent. J'ai appuyé sur « Supprimer », effaçant définitivement le message, et je suis retourné préparer le dîner pour ma fille. Des mois ont passé et l'hiver brutal s'est transformé en un printemps lumineux et chaleureux. La bataille juridique concernant la maison s'est terminée exactement comme Maître Durand l'avait prédit. Face à l'humiliation publique terrifiante d'une vente forcée par le tribunal, mes parents ont puisé dans leurs économies de retraite, contracté un énorme prêt à taux d'intérêt élevé, et ont racheté ma part d'un tiers de la maison juste pour maintenir les apparences dans leur communauté fermée. Un très gros chèque certifié a été directement déposé sur mon compte bancaire. Je n'ai pas acheté de nouvelles voitures ni fait de folles vacances. J'ai pris une grande partie de cet argent et j'ai créé un fonds universitaire sécurisé à haut rendement pour Léa, assurant la protection de son avenir. J'ai utilisé le reste pour rembourser le solde restant de ma propre hypothèque. Léa a prospéré dans la paix de notre nouvelle vie. Elle a commencé à dormir profondément toute la nuit. Sa maîtresse m'a même pris à part après l'école un après-midi pour me dire à quel point elle était devenue plus confiante, extravertie et heureuse en classe. La regardant courir sur l'aire de jeu, riant sincèrement avec ses amis, je savais avec une certitude absolue que j'avais fait le bon choix. Je n'ai pas seulement protégé ma fille d'un mauvais Noël. Je l'ai protégée de devenir une version de moi. Je l'ai sauvée de passer 30 ans de sa vie à essayer de gagner l'amour de personnes fondamentalement incapables de le donner. J'ai brisé un cycle générationnel d'abus et j'ai construit une forteresse de paix autour de mon enfant. Merci d'être resté et d'avoir écouté mon histoire. Je sais que ce fut un long et lourd récit, mais c'est un voyage que je devais partager. J'espère que cela a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, surtout si vous vous êtes déjà senti épuisé d'essayer de plaire à des gens qui ne valorisent que leur propre image au détriment de votre bien-être. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation similaire, confronté à des membres de la famille toxique qui manipulent constamment la vérité? Faites-le moi savoir dans les commentaires.